En octobre 2022, le jeu vidéo a fêté son 64e anniversaire. Nous le considérons alors comme un média relativement nouveau qui est pourtant parfaitement bien enraciné dans nos sociétés. L'industrie vidéoludique a d'ailleurs démontré le caractère international de son rayonnement, notamment en termes de chiffre d'affaires qui place le média, depuis quelques années et à l'échelle mondiale, au-dessus de l'industrie cinématographique. Ce qui témoigne de l'évolution des mentalités quant au domaine vidéoludique. La manière dont la société perçoit et appréhende le jeu vidéo a fortement évolué au cours du temps, lui attribuant dans un premier temps un caractère abrutissant avant de s'en servir dans les musées en tant qu'objet culturel et objet d'étude. La conception vidéoludique d'un univers virtuel passe nécessairement par de multiples créations artistiques, à savoir des maquettes virtuelles ou physiques, des dessins, des peintures et voire même des sculptures. Nous pouvons donc affirmer que les beaux-arts en tant qu'ensemble de disciplines artistiques subsistent elles aussi à travers les productions virtuelles des jeux vidéo, à la fois dans leur conception mais aussi dans leur configuration finale. Mais l'une des disciplines des beaux-arts se voit systématiquement être retranscrite dans le jeu vidéo et ce depuis toujours, il s'agit là de l'architecture. Cette dernière est étroitement liée au domaine vidéoludique bien plus que d'autres champs artistiques. Non seulement architectes et concepteurs de jeux vidéo partagent un certain nombre de similitudes, tant dans leurs méthodes et outils de travail que dans leurs sources d'inspiration, pour des buts et des finalités similaires. L'architecture en tant que telle constitue un élément indispensable à la création d'environnements de jeu pouvant se manifester sous plusieurs formes, de l'architecture naturelle et végétale à l'architecture bâtie et habitable. Ces représentations architecturales sont d'autant plus réalistes étant donné que les nouvelles technologies sont en constante évolution et associées à un savoir-faire des concepteurs qui font de plus en plus appel à des professionnels de l'histoire ou de l'architecture. L'idée commune que la société se fait de l'architecture se résume souvent à la simple sculpture de l'enveloppe externe d'un bâtiment, réduisant le travail de l'architecte à sa simple dimension visuelle et contemplative, à travers la création d'entités bâties. Mais bien que la conception et la composition des façades d'un bâtiment font partie intégrante du processus de création architecturale, elles n'en sont pas pour autant sa principale raison. La fonction première de l'architecture est de contrôler l'expérience d'un individu, en déclenchant en lui des émotions et en influençant ses ressentis. Ces expériences engendrées et permises par le travail de l'architecte ne sont pas naturellement présentes. Nous concevons des édifices dans le but de permettre à l'individu de vivre l'expérience souhaitée. Nous construisons un toit pour être à l'ombre ou au sec, pour se protéger, un mur pour être en sécurité ou pour marquer une séparation entre deux espaces, une fenêtre pour apporter de la lumière et de l'air ou encore pour ouvrir un espace sur le monde qui l'entoure. Et quand nous construisons des écoles, des musées, des hôtels ou des édifices religieux, notre réflexion portera davantage sur les sensations et émotions que l'on peut éventuellement susciter plutôt que sur la simple valeur plastique de ces éléments. Lorsque l'on dit qu'un bâtiment est bien conçu, nous faisons référence à sa capacité à générer en nous telle ou telle émotion et non à son simple aspect en tant qu'objet dans l'espace. C'est pour cette raison que nous pouvons considérer que le travail de l'architecte est très similaire à celui du game designer. Tous deux créent des espaces utilisables par des individus, offrant une source de plaisir et de bonheur par le biais de l'expérience. L'architecture est en effet considérée comme l'art de donner une consistance à l'espace. Au sein d'un jeu vidéo, quel qu'en soit le genre, l'espace est tout aussi important, c'est même à travers ce dernier que se définit le jeu. L'univers vidéoludique ne peut effectivement exister que par la présence d'un espace de jeu prédéfini dans lequel le joueur va vivre, évoluer et interagir. Cet espace devient alors une sorte de décor pour l'action, une toile esthétique, qui orientera subtilement le joueur tout au long du processus de jeu. Prenons dans un premier temps l'exemple de la ville. Dans un monde virtuel comme en architecture, la ville représente un lieu de vie et d'échange. Celle-ci peut être considérée comme un décor urbain régi par l'activité humaine, dans lequel nous allons évoluer tout au long de notre vie. Sans un décor urbain, dans la ville ou dans un monde vidéoludique, il est très difficile, voire impossible d'exister, d'échanger ou encore de se déplacer de manière intelligible. Dans le jeu comme dans la réalité, la signification de l'espace est produite par les pratiques et les engagements de l'utilisateur qui n'est jamais complètement contraint par ce que proposent les équipes de concepteurs. En somme, les deux disciplines découlent directement d'un processus de gestion, de conception et d'appropriation de l'espace, donc de nombreuses analogies peuvent être soulevées entre l'architecture et le jeu vidéo. Bien que ces nombreuses similitudes persistent, il ne faut pas oublier que la conception d'espaces vidéoludiques n'entraîne en aucun cas une réalisation physique et concrète du projet imaginé. Ceci constitue un point de divergence considérable entre ces deux domaines, qui peut d'ailleurs être réfuté dans la mesure où un grand nombre de projets sont réalisés suite à des appels d'offres. De ce fait, pour de nombreux architectes, les productions s'arrêtent à l'état initial de projet et ne voient jamais le jour dans leur dimension physique. Le projet n'existe alors qu'à travers sa dimension graphique, sous forme de plans, coupes et représentations tridimensionnelles, qu'on retrouve régulièrement dans les codes des univers virtuels. En raison de l'évolution croissante des techniques et des technologies, l'espace immatériel des univers vidéoludiques,
devient alors totalement explorable. Leur réalisme ne fait qu'accroître en vue de tendre vers une architecture virtuelle toujours plus proche de la réalité. Aujourd'hui, les environnements vidéoludiques mis en avant dans les jeux vidéo nous offrent des expériences toujours plus immersives, abondamment chargées en détails architecturaux et environnementaux, n'ayant comme limite que celle établie par le concepteur lui-même. Ces œuvres virtuelles deviennent alors un foyer de création en tout genre, donnant aux game designers la liberté de concevoir n'importe quel espace qu'ils imaginent, aussi extravagant soit-il. La conception de ces univers s'affranchit totalement des contraintes du réel. Les lois de gravité et de pesanteur n'existent plus, la résistance des matériaux et les coûts de construction disparaissent. Par conséquent, les concepteurs ont la possibilité de se laisser aller sans retenue dans la création d'univers totalement inédits, et peuvent même devenir une source d'inspiration pour les architectes. Il n'est pas rare d'ailleurs au sein des studios de développement de jeux vidéo, d'assister à une collaboration étroite entre architectes et game designers afin de répondre à des soucis de réalisme toujours plus importants. Étant considéré comme lieu d'exploration et de libération de l'imagination, le jeu vidéo nous propose un paysage urbain virtuel qui se laisse explorer et étudier, offrant ainsi aux chercheurs de nouvelles perspectives à exploiter. Les villes virtuelles des jeux vidéo nous permettent d'appréhender, de manière totalement inédite, l'espace urbain. D'abord, celles-ci sont sujettes à des enjeux de narration, modifiant ainsi les codes traditionnels de la ville vécue. Elle servira ici de support, afin de guider et d'orienter l'action du joueur. Et en plus de servir de décor au jeu, la ville virtuelle est la seule qui soit entièrement conçue et pensée pour un seul et unique individu. Mais c'est avant tout une création dite ex nihilo, dans la mesure où cette entité n'est créée à partir d'aucune base. Alors que la majorité des expériences urbaines que nous vivons se font dans des villes ayant évolué dans le temps, métamorphosées, elles sont le résultat de décennies d'interactions humaines. Cela peut donc constituer un angle d'approche pertinent, dans le sens où des concepteurs ont la possibilité d'imaginer des espaces et des structures urbaines de manière fraîche. Le jeu vidéo, au milieu des diverses typologies d'imaginaire, est le seul médium permettant de se déplacer et d'interagir avec l'environnement proposé, et parfois même de l'abîmer ou encore de le construire. Contrairement aux films et autres ouvrages, les interactions et activités sociales qui en découlent ne sont pas prédéfinies ou linéaires. La ville devient une sorte d'étape dans le jeu où le joueur pourra se reposer entre deux quêtes, prendre des forces ou enrichir son équipement. Ce qui fait d'elle un repère essentiel à la narration ludique dont l'objectif est d'épauler le joueur tout au long du récit. La ville devient alors un terrain de la pratique ludique, autrement dit, en plus de la représenter, le jeu vidéo à travers son gameplay rend possible l'exploration de celle-ci. La progression de l'avatar se fait suivant des défis ludiques le conduisant à emprunter des chemins inédits, alors que dans la ville réelle les individus ont tendance à être guidés par les éléments de l'urbanisme. Le consommateur de jeux vidéo a ainsi l'occasion de vivre l'expérience d'une ville d'une toute autre manière, il a donc la possibilité d'expérimenter d'autres pratiques que la sienne. On assiste à travers différents jeux à l'apparition d'un nouveau mode d'interaction avec la ville. Les franchises Assassin's Creed par exemple, en permettant la verticalité dans le mouvement, proposent une appropriation du parcours urbain, fondamentalement différente de celle de l'expérience du piéton dans la rue. Du fait que le joueur ait la possibilité de parcourir la ville en sautant de bâtiment en bâtiment, les concepteurs se voient contraints de penser cette dernière, aussi dans sa dimension verticale, proposant ainsi une approche inédite de l'appropriation du milieu urbain et de la notion de mouvement dans l'espace. Le jeu garantit une exploration aisée et plaisante de l'espace par le biais d'une expérience de la ville qui est particulièrement fluide, basée sur une logique d'épreuve et de collecte d'éléments remarquables. Le joueur devient alors un citoyen de la ville virtuelle et est amené à redécouvrir, prolonger et enrichir son expérience d'un territoire grâce au jeu. Pour les chercheurs de l'Integrated History and Future of People on Earth, IHOPE, l'enjeu clé émanant des villes vidéoludiques concerne la modélisation de systèmes complexes et dynamiques. En nous offrant des opportunités d'exercice de créativité et d'inventivité, le jeu vidéo peut devenir un outil de simulation de répercussions de tel ou tel choix. Ses capacités à évaluer les conséquences représentent un enjeu clé concernant les discussions visant à imaginer les villes futures. Comme évoqué précédemment, cette pratique ludique permet à son utilisateur de véritablement interagir avec l'environnement qu'il expérimente, mais aussi avec les autres joueurs. Tandis que les productions cinématographiques, par exemple, proposent des œuvres dont l'atmosphère politique et sociale est prédéfinie, imposée et parfois même subie par les spectateurs. Le jeu vidéo, quant à lui, du fait de sa dimension interactive, émancipe le joueur de toute contrainte narrative, sociale ou comportementale. C'est-à-dire qu'en dépit du fait que le cadre narratif et la scénographie du jeu soient imposés par les concepteurs, le joueur reste libre d'interagir comme bon lui semble avec son environnement social et virtuel, il a la liberté de suivre ou non les structures narratives qui lui sont proposées. Ceci est bien sûr permis, en raison d'un gameplay performant, programmé pour anticiper toutes les éventualités d'interaction. Ce procédé permettant d'aborder et d'envisager les différentes approches comportementales du joueur,
pourrait selon l'IHOPE, être emprunté au domaine vidéoludique et adapté aux modèles urbains réels, dans le but de modéliser des interactions sociales et spatiales complexes, avant de proposer des interventions sur l'espace public par exemple. Autrement dit, ces capacités créatives permises par le jeu vidéo pourraient être mises au service de projets urbains réels. La ville virtuelle deviendrait alors une sorte de laboratoire de la ville réelle, ayant la capacité de tester des cas d'usage urbains auprès de millions de citoyens virtuels. Il serait en effet pertinent pour les architectes et urbanistes de mettre à disposition d'une population un territoire virtuel, dans le but d'observer la manière dont ces individus l'utilisent, à l'instar des analyses de données de déplacement de certains jeux.